ministre, bonjour. Alors vous avez pris un petit peu de retard, donc il va falloir récupérer ce retard. Les règles du jeu sont très simples, hein. Vous avez devant vous une belle assemblée de chefs d'entreprise. Il a fallu un petit peu pousser les murs. Celui du milieu, vous ne pouvez pas le pousser parce que c'est un mur porteur, hein, donc on prend les risques. Les règles sont très simples, on a une petite heure à passer ensemble. Je vous laisse le soin d'introduire le sujet comme vous le voulez pendant 30 minutes, 20-30 minutes, et puis après nous passerons aux questions-réponses avec la salle. Voilà, allons-y. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de cet échange. Je vais être très direct pour rattraper le temps et je vous prie de m'excuser pour ce retard dû à quelques aléas qui étaient extérieurs et peut-être essayer de dire comment je vois les choses pour les PME. En tant que ministre, j'ai eu à connaître pendant 2 années les problématiques qui sont les vôtres et je sais combien à la fois toutes les transformations de l'économie, qu'il s'agisse de la transition numérique, environnementale, de la création d'emplois, de la formation et du sujet des compétences sont au cœur de votre quotidien, parce qu'on parle en effet du cœur de la vie des entreprises dans lesquelles nos concitoyens ont le plus confiance et des entreprises dans lesquelles se font 80% des créations d'emplois. Alors, quels sont, à mes yeux, les objectifs que nous devons nous fixer lorsqu'on parle des PME et lorsqu'on cherche justement à définir le bon cadre, la bonne action de politique publique? D'abord, à mes yeux, c'est de définir un cadre réglementaire favorable. C'est le premier point, à travers les normes sectorielles, le social et le fiscal. Donner de la visibilité, de la stabilité, de la simplicité, c'est ce qui permet aux entrepreneurs d'entreprendre. Et somme toute, c'est le cœur de ce que vous demandez et de ce qu'on attend de vous. Alors, à ce titre, dans le projet que je porte, il y a d'abord la volonté de faciliter la vie des PME avec, justement, ce qu'on a appelé le droit à l'erreur. C'est-à-dire la transformation à laquelle, pour ma part, je crois beaucoup, de l'administration, en ce qu'elle n'a pas vocation, la première fois qu'elle contrôle un chef d'entreprise, comme un particulier d'ailleurs, à sanctionner, à l'exception évidemment de la mauvaise foi ou du risque de nature pénale, mais elle a vocation à accompagner. Cette organisation de l'administration, on la trouve dans beaucoup d'autres pays voisins, je pense par exemple à la Grande-Bretagne. C'est une vraie transformation organisationnelle, philosophique, mais de laquelle j'attends beaucoup. Et j'y mettrai pour ma part beaucoup d'attention, parce que je pense que transformer une administration qui est systématiquement une administration de contrôle en une administration de conseil, c'est quelque chose qui a été commencé de manière extrêmement marginale dans une partie de l'administration française, mais correspond pour moi à cet esprit de simplification nécessaire aux PME. Deuxième chose, on généralisera donc le test PME qui a été commencé, qui nous a d'ailleurs permis, lorsque j'étais ministre, de simplifier certains dispositifs qui, à juste titre, avaient fait réagir, comme le droit à l'information préalable pour, je crois, le ramener dans un niveau de complexité soutenable. Ensuite, je souhaite qu'on puisse avoir une administration qui facilite la compréhension des règles, avec, comme vous le proposez d'ailleurs, je l'ai vu également, un référent par ministère pour les PME, avec également une administration qui facilite cette compréhension par un site internet qui expliquera aux PME quelles sont les obligations légales et conventionnelles à respecter. Ensuite, donner justement un environnement stable, clair, c'est aussi simplifier le droit du travail. Alors c'est une bataille qu'on mène depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies en France. Les 10 dernières années, nous avons eu 50 modifications du Code du travail. C'est donc que nous avons un problème. Parce que cette chirurgie réparatrice à multiples usages n'a pas permis de totalement changer votre quotidien. Et donc, ce que je propose, c'est de faire une réforme très profonde de simplification qui consiste à laisser au niveau de la loi les grands principes, qui eux sont intangibles, et de renvoyer la norme à l'accord majoritaire d'entreprise ou à défaut à l'accord majoritaire de branche. Là-dessus, selon la taille des entreprises et les secteurs, je sais très bien que les attentes peuvent être différentes. Plusieurs d'entre vous préfèrent l'accord d'entreprise, certains considèrent que l'accord d'entreprise est une contrainte et que l'accord de branche est préférable. Les deux seront possibles, mais je veux que l'accord majoritaire d'entreprise puisse fixer une référence.
Je vous rassure, je ne proposerai pas le mandatement, je ne proposerai pas la contrainte, mais plutôt, lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise, que l'accord de branche puisse fixer des accords types que les entreprises puissent à ce moment-là récupérer. Pour éviter tout blocage, je souhaite que l'accord d'entreprise puisse résulter soit d'un accord majoritaire avec les syndicats, soit sur la base d'un accord majoritaire, d'un référendum qui serait à l'initiative des syndicats minoritaires, des syndicats qui ont signé l'accord, ou du chef d'entreprise. Et j'assume cette ouverture, qui n'est pas, je le sais, consensuelle pour toutes les organisations. C'est celle que j'avais retenue pour la réforme de travail du dimanche et qui me semble de nature à débloquer les situations lorsque le dialogue social au sein de l'entreprise ne permet pas d'y arriver. C'est cette transformation vraiment des équilibres qui permet de créer une vraie république contractuelle dans laquelle je crois. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui va définir les règles pour tous les secteurs et toutes les entreprises, mais ce sont les dynamiques de l'entreprise ou du secteur qui vont permettre de définir les bons accords. C'est comme cela qu'on arrivera, par exemple, sur le sujet des seuils, dont on attend beaucoup, eh bien, à définir quels sont les seuils pertinents pour l'entreprise ou la branche. Or, les discussions ne sont pas les mêmes, selon qu'on est dans la banque ou dans le BTP. On le sait très bien. Je n'ai jamais vu une entreprise du secteur bancaire me dire que le seuil de 50 était un problème. J'ai vu beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie, café, restaurant ou du BTP me dire que c'en était un. Donc les négociations ne donneront pas les mêmes résultats. C'est justement cette plasticité, cette souplesse que nous donnons. La même chose pour le temps de travail. Pourquoi je ne propose pas de supprimer le temps de travail par la loi? Parce que je pense que c'est une bataille d'arrière-garde, comme c'était une erreur pour tous les secteurs, toutes les entreprises, d'imposer les 35 heures. Dans l'automobile, dans des entreprises de taille moyenne, intermédiaire, du secteur automobile où on est posté, les 35 heures fonctionnent très bien. Dans des tas d'autres secteurs, qu'ils soient publics ou privés, il n'y a même pas besoin de parler des PME, l'hôpital suffit à le prouver. Les 35 heures ne fonctionnent pas, et donc il faut qu'il y ait la possibilité de négocier des dérogations par un accord d'entreprise ou de branche. C'est la philosophie de ce que je porte, qui est aussi une vraie façon de donner toute sa place au dialogue social. On portera en même temps dans la loi des éléments de vraie simplification administrative, et en particulier, ce à quoi je m'engage, c'est que dans toutes les entreprises sera créée, là, quelles que soient les négociations sur le seuil et le niveau des seuils que je viens d'évoquer, une instance unique de représentation qui représentera l'ensemble des attributions des CE, délégués du personnel et CHSCT. Ça, c'est une simplification à laquelle je crois beaucoup. Pourquoi? Parce que le dialogue social a besoin de moins de formalisme, moins de complexité et de plus de vitalité au quotidien. Cette instance unique, elle n'enlèvera rien de la réalité du dialogue social, de la capacité à défendre les justes droits de tous les acteurs dans l'entreprise, mais elle enlève des lourdeurs et du formalisme dont je crois tout le monde aujourd'hui pâtit. Parallèlement, une démarche volontariste sera engagée pour réduire fortement le nombre de branches, et là c'est une nécessité, et j'attends beaucoup des organisations patronales. Je sais le rythme qu'il faut, je sais bien toutes les préventions, mais on ne peut pas se dire qu'il faut aller très vite sur des sujets de simplification, et je suis prêt à les porter, et en même temps dire que ça va prendre 10 ou 15 ans de réduire de quelques dizaines le nombre de branches, surtout celles qui ne vivent pas, qui n'ont pas une réalité de dialogue social. Ensuite, simplifier les choses, c'est apporter aussi les bonnes protections, et je pense en particulier les protections à l'égard des chefs d'entreprise. J'ai eu l'honneur comme ministre de porter un texte de loi qui a protégé les chefs d'entreprise sur leur résidence principale. J'ai eu d'ailleurs l'honneur en tant que ministre de subir des polémiques que je considère injustes lorsque je me suis permis de dire que les chefs d'entreprise, en particulier de petites entreprises, avaient parfois une vie plus complexe que les salariés. Parce qu'ils n'ont pas le même rapport au risque, parce que chaque matin, ils sont menacés de tout perdre, et donc des premières protections ont été apportées. C'est aussi pour cela que je souhaite revoir en profondeur le RSI. Quand je dis le revoir en profondeur, je vais être très clair et explicite avec vous. Je pense que le RSI, et c'est un sujet qui n'est pas un sujet de droit de niveau de cotisation, mais qui est un sujet de système d'information et de back-office. Le RSI gère trop peu de monde pour bien les gérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a des délais d'attente, des conditions de recouvrement, des modalités administratives qui sont défaillantes par rapport au régime général. Mais je ne propose pas, en disant je supprime le RSI, de remettre tout le monde aux mêmes conditions que le régime général. Je propose de maintenir les allègements de charges qui existent aujourd'hui et qui sont spécifiques aux indépendants, simplement avec un autre système d'information et une autre organisation pour les mutualiser avec le régime général. Et je vais revenir par ailleurs sur les autres éléments d'amélioration. Et donc, un guichet dédié aux indépendants sera préservé,
qui permettra de conserver les spécificités attachées au statut, mais au sein d'un régime qui gère mieux, plus vite, et avec les mêmes qualités de prestation que pour l'ensemble de la population française. C'est aussi pour protéger les chefs d'entreprise que je crois à l'extension des modalités de l'indemnisation au chômage. Je m'explique. Il n'est pas normal aujourd'hui que les salariés soient protégés contre le risque chômage et que les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, les agriculteurs ne le soient pas. Parce que ce n'est plus un risque individuel sur lequel on se couvre en cotisant. C'est devenu un risque social comme la maladie. Et c'est la même mutation qu'on a faite pendant 20 ans sur la maladie que je propose sur le chômage, mais avec un système de droits et devoirs sur lequel on pourra revenir dans la discussion et qui permet d'équilibrer le système et donc un changement de philosophie profond. Enfin, le bon cadre macroéconomique pour les entrepreneurs, c'est un cadre de visibilité. Moi, j'y suis très attaché. Il y a tous ces éléments de simplification, mais la visibilité est fondamentale si on veut pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. À deux égards, la visibilité sur le plan social, c'est la réforme des prud'hommes. En tant que ministre, j'ai porté une première réforme pour accélérer les délais, mettre en place des référentiels. J'ai échoué à mettre en place un plafond, rappelez-vous peut-être. Il a été voté à l'été 2015. Il a été malheureusement censuré par un conseil constitutionnel parce qu'il était différencié selon la taille des entreprises. Je rappelle qu'à l'époque, il n'avait pas fait l'objet d'un seul jour de manifestation par qui que ce soit. Si certains pouvaient prétendre que c'est un sujet absolument inflammable, je ne le crois pas quand on l'explique, quand on sait le porter. Et donc, je crois à l'idée d'un plancher pour les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, hors cas de discrimination et de harcèlement qui, eux, sont particulièrement graves. Mais pour tout le reste, il faut donner une visibilité. Elle est bonne pour l'employeur et pour le salarié. Pour l'employeur, parce qu'on a tous rencontré, et vous l'avez sans doute vous-même vécu, des employeurs, des patrons qui considèrent que voilà, face à un tel risque, eh bien, ils n'embauchent pas ou n'osent plus embaucher, parce que c'est du temps, parce que c'est parfois des traumatismes, c'est de l'incertitude en termes de dommages et intérêts. Et combien de salariés ont pensé pendant des mois, voire des semestres, qu'ils allaient toucher les dommages et intérêts gagnés en première instance pour se retrouver ensuite en appel ou en cassation, ramenés à des montants qui n'étaient pas les mêmes. La visibilité, c'est aussi celle qu'on doit sur le plan de la fiscalité. Et à ce titre, ce que je porte dans mon projet, c'est la volonté par loi organique de réformer, je dirais, notre propre chorégraphie collective sur le plan fiscal. Quand un impôt a été modifié, il ne sera plus modifié pour le reste du quinquennat. Et c'est pour ça que la trajectoire fiscalo-budgétaire que je souhaite porter, elle sera votée en début de quinquennat, avec les ajustements pour les dépenses année après année. Mais je ne souhaite pas qu'on modifie plusieurs fois durant un mandat un même impôt, parce que c'est une source de déséquilibre, de changement et d'instabilité. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est le cadre en faveur de l'investissement et de l'emploi. Là, je viens de rappeler tout ce qui relève du cadre réglementaire, des éléments de simplicité indispensables à l'entreprise. Il y a ensuite notre politique de compétitivité et d'emploi pour nos entreprises, que je souhaite poursuivre et intensifier. La politique de compétitivité, c'est ce qui permet d'améliorer les marges des entreprises et des entrepreneurs, et c'est ce qui permet de gagner la bataille dans une économie de l'innovation et des compétences où nous devons tous collectivement avancer. Et donc, comment on fait pour que nos entreprises puissent investir et embaucher? C'est la mère des batailles aujourd'hui, macroéconomiquement, à la fois pour lutter contre le chômage en France et pour gagner la bataille économique à l'international. Pour ce faire, on a besoin de continuer et de clarifier la baisse des charges et donc la baisse du coût du travail. C'est pour cela que je transforme le CICE en allègement de charges pérennes pour toutes les entreprises. Quand je dis toutes les entreprises, c'est quels que soient les statuts, quels que soient les régimes, quel que soit justement l'encadrement réglementaire. Ce seront 6 points de moins de charges immédiatement, votés donc pour 2018, ce qui fait que l'année 2018, on aura macroéconomiquement à la fois la fin du CICE et l'allègement de charges pour toutes les entreprises, ce qui est un choc macroéconomique conséquent, puisque c'est l'injection de 20 milliards d'euros dans l'économie, et en particulier chez les entreprises. On cumule les deux. Et donc c'est une année qui d'ailleurs se négocie avec le CEF. J'ai commencé à en parler à mes interlocuteurs. C'est important pour vous de le comprendre, c'est que je ne propose pas une année blanche pour les entreprises, mais il y a bien une année 2018 où on touche ce qui est dû au titre du CICE avec le décalage lié à l'IS, et en même temps où on a l'injection dans les marges de la baisse de charge des 6 points.
Et je pense que c'est très important parce que c'est un élément de relance par les marges des entreprises, c'est un vrai élément de respiration auquel je crois beaucoup. Et ces 6 points d'allègement de charges, c'est de la stabilité, de la visibilité pour toutes les entreprises. Il n'y a plus se poser la question de savoir s'il faut être à l'IS pour bénéficier d'allègement de charges. Ça, c'est terminé. Ça vaut pour les indépendants et pour toutes les catégories, évidemment, d'entreprises. En plus de ça, je souhaite, et là, ce n'est pas une mesure de compétitivité, mais d'emploi, améliorer justement les allègements de charges existants pour les bas salaires. Autant être clair, ce n'est pas un élément de compétitivité. Je ne cherche pas là à vous dire cela, mais on sait que les charges résiduelles au niveau des bas salaires, c'est un frein à l'embauche. Parce que les plus jeunes ou les moins qualifiés, malgré les allègements existants depuis 15 ans, sont encore trop chers pour les employeurs au niveau du SMIC. Et donc, au-delà de ces 6 points d'allègement de charges qui remplacent le CICE jusqu'à 2,5 SMIC, j'enlève 4 points d'allègement de charges générales au niveau du SMIC et jusqu'à 1,4 SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de charges générales au niveau du SMIC, ce qui est pour moi un élément, une politique d'emploi et de redémarrage qui est extrêmement important. En plus de cela, ce que je propose, c'est d'avoir une politique d'incitation au retour à l'emploi et d'encouragement à l'emploi pour toutes et tous. C'est la réforme de la prime d'activité que nous portons, qui aujourd'hui, dans sa structure, est très désincitative au retour à l'emploi, ce qui fait qu'on lisse la courbe. On pourra y revenir si vous le souhaitez dans le détail dans la discussion. Mais cette réforme de la prime d'activité fait que toute personne qui reprend un emploi à temps partiel puis à temps complet au SMIC et un peu plus du SMIC, eh bien, est beaucoup plus incitée qu'aujourd'hui et ne perd pas ses droits. Donc, une courbe qui est beaucoup plus incitative. Et à cela, j'ajoute la transformation des modalités du financement de la maladie et du chômage qui sont portées dans mon projet, c'est-à-dire la suppression de 3,1 points de charge salariale, remplacée par 1,7 points donc, de CSG général, hors chômeurs et retraités modestes, ce qui fait pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut là aussi, une augmentation de pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable et sur laquelle on pourra revenir là aussi si vous le souhaitez. Enfin, avoir une politique justement en termes d'impôts et de charges favorables à l'innovation et à l'embauche suppose de modifier l'impôt sur les sociétés. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, on a un impôt sur les sociétés qui est trop décalé par rapport à la moyenne européenne, qui est un problème à la fois d'attractivité et un problème pour les acteurs économiques qui ne bénéficient pas, en tout cas moins que d'autres, des niches existantes. Notre impôt sur les sociétés, il est très bon pour les entreprises qui ont du crédit impôt recherche massivement ou qui peuvent déduire des charges financières. Ce qui fait qu'on a des grands groupes qui se retrouvent avec des taux réels d'impôt sur les sociétés qui peuvent être très bas, voire nuls. Une entreprise dont la structure capitalistique est classique, qui opère surtout en France, qui ne peut pas déduire des charges financières massivement, qui peut avoir recours au crédit impôt recherche, mais de manière relative, elle a un taux d'impôt sur les sociétés qui n'est pas compétitif par rapport à ses grands concurrents européens. Et donc, ce à quoi je m'engage sur le quinquennat, c'est de ramener l'impôt sur les sociétés à 25%, qui est le taux moyen en Europe, tout en conservant le taux réduit à 15% pour les PME. Enfin, sur la fiscalité du capital, qui est important pour les PME et en particulier les entrepreneurs, et pour développer justement l'écosystème de croissance et entrepreneuriale nécessaire à notre économie. Plusieurs réformes sont proposées dans le projet que je porte. D'abord, une réforme de l'ISF. Aujourd'hui, l'ISF a un problème, je l'ai dit quand j'étais ministre, et donc par cohérence, je propose la même chose que ce que j'ai dit, c'est beaucoup mieux, parce que parfois on peut décider, une fois qu'on n'est plus aux manettes, des choses qu'on n'a pas soi-même soutenues. Je n'ai pas réussi à le porter quand j'étais ministre, même si j'ai réussi une réforme des BSPCE et des actions de performance qui me paraît être solide. Et bien sur l'ISF, ce qui est dans mon projet, c'est de sortir la totalité de ce qui finance l'économie dans l'assiette actuelle de l'ISF. Aujourd'hui, dans l'ISF, vous avez les parts d'entreprise, les détentions de capitaux, les titres comme le numéraire, enfin le monétaire, tous ces éléments-là seront sortis de l'assiette de l'ISF. Ne reste dans l'assiette de l'ISF que les détentions immobilières, et je le maintiendrai sans changer les taux, les règles de plafonnement ou les règles d'abattement existants. Ce qui est évidemment un allègement substantiel de celui-ci, mais ce qui fait qu'on ne taxera plus par l'ISF le financement de l'économie. On ne taxera plus par l'ISF un entrepreneur qui vend son entreprise et décide de réinvestir dans notre économie. On ne taxera plus par l'ISF des familles qui ont hérité en deuxième ou troisième génération d'une entreprise, qui ne l'ont pas comme outil de travail, mais qui ont parfois des titres de l'entreprise en minoritaire ou très minoritaire.
parce que ce sont des éléments qui fragilisent le financement de notre économie, la stabilité de nos PME et de nos ETI, et ce qui, derrière, est un vrai frein à la croissance de nos PME. De la même façon, dans mon projet, je porte une réforme de la fiscalité du capital. Et là, pour simplifier les choses, je propose une flat tax à 30% sociale inclus sur la fiscalité de tous les flux de capitaux. Ce qui est plus compétitif que ce qui existait avant les réformes de 2012. Je vous rappelle, vous aviez à l'époque un prélèvement libératoire auquel il fallait ajouter 15,5% de social. La flat tax à 30% comprend l'intégralité du fiscal et du social. Je pense que c'est un élément à la fois de simplification, de lisibilité et de grande compétitivité à l'égard de nos voisins. Au-delà de ces éléments de fiscalité et de social, réussir la bataille pour justement l'investissement et l'emploi suppose de prendre le tournant du numérique et de la formation. Sur le numérique, j'attends beaucoup des PME qui ont cette bataille à mener. En tant que ministre, une des dernières décisions que j'ai prises était d'accompagner les PME justement dans la transformation numérique. Sur le plan fiscal, avec justement les éléments de suramortissement, qui ne concernent pas que le numérique, mais qui était important pour celui-ci, je souhaite maintenir le suramortissement fiscal, qui est un élément important de la modernisation et de la numérisation des entreprises. Mais au-delà de ça, nous avons mis en place, quand j'étais ministre, et je le maintiendrai, des éléments d'accompagnement des PME pour leur numérisation. Les PME françaises sont moins numérisées que beaucoup de leurs voisins, ce qui commence à être une faiblesse et le sera de manière croissante. Et là-dessus, j'attends aussi beaucoup de vous. Pour gagner la bataille des talents et des compétences, il y a toute la réforme de la formation professionnelle qui est dans le projet que je porte, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, parce que je ne veux pas être trop long et ne pas tarder à conclure. Mais au-delà de cela, il y a aussi la bataille de l'apprentissage. J'ai lu en détail votre projet, nous en avons longuement parlé, qu'il nous faut gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons parce que sur l'apprentissage, les dispositifs ont beaucoup trop varié, parce que des économies budgétaires à mauvais escient ont été faites, qui ont changé l'organisation. Et donc sur l'apprentissage, en 2 mots, pour vous aider à gagner cette bataille, à nous faire gagner cette bataille, ce que je propose dans mon projet est simple. D'abord, c'est permettre que chaque lycée professionnel puisse avoir une filière par matière en alternance. L'alternance ou l'apprentissage ne doit pas être réservé à certains métiers. Ce qui est la clé de la réussite du modèle allemand, c'est que pour les métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés, on a mis en place de l'alternance et de l'apprentissage. Donc on doit la mettre dans tous les niveaux de qualification. Et je souhaite que dans nos lycées professionnels, on ait justement toute cette palette qui aujourd'hui n'existe pas suffisamment. Ensuite, je souhaite que le poids des branches soit renforcé dans la définition des formations et des modalités et des conditions de travail. Je sais que vous l'avez beaucoup porté, je l'ai constaté. Il faut désenclaver l'alternance et l'apprentissage de l'éducation nationale. Je l'ai dit, c'est écrit dans mon projet, parce qu'aujourd'hui, à la fois les modalités d'enseignement, l'organisation du temps de travail, la nature des enseignements eux-mêmes ne correspond plus à ce qui est attendu par les employeurs, portent des contraintes qui ne sont pas compatibles avec la vie des entreprises comme de l'ensemble des salariés. Et on se retrouve dans des situations ubuesques que vous connaissez infiniment mieux que moi, où on a des jeunes en BTP qui, compte tenu des limitations horaires qui sont les leurs, se mettent à attendre pendant des heures dans le camion, que les salariés qui de toute façon doivent les raccompagner chez eux parce qu'ils n'ont pas le permis, et finissent leur travail sur le chantier. Vous pourrez les égrener, ça doit cesser. On le cesse en définissant justement ces modalités de travail, cette organisation de travail, non pas dans un bureau à Paris, mais en lien avec les professionnels qui recrutent, in fine, ces jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage. Ensuite, je souhaite étendre la mesure d'allègement de cotisation qui a été prise jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans, parce que beaucoup de jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage ne s'arrêtent pas à 18 ans, parfois même commencent après. Au-delà de cela, j'attends aussi beaucoup de vous sur le sujet de la lutte contre les discriminations. Je le dis parce que nous avons collectivement un problème sur ce sujet, qu'il s'agisse de la discrimination homme-femme ou des discriminations à l'égard de certaines minorités. J'en ai fait une priorité là aussi de mon action. Je pense que c'est une injustice sociale qui existe aujourd'hui dans notre pays qui demeure, et c'est une inefficacité collective prodigieuse. Et donc qu'il s'agisse des discriminations salariales ou des discriminations à l'embauche, je poursuivrai une politique là aussi que j'avais lancée comme ministre de testing, avec la volonté justement d'aller au bout de l'éradication de ces pratiques lorsqu'elles sont généralisées dans certaines entreprises. Enfin, tout dernier point, pour conclure,
pour que vous réussissiez, pour que nous réussissions, on a besoin d'avoir le bon environnement macroéconomique. J'ai parlé de l'environnement réglementaire et des simplifications. Je viens de parler de la bataille pour l'investissement et l'emploi à travers le fiscal et le social. Il y a enfin l'environnement macroéconomique. Parce qu'à la fin, vous réussirez s'il y a la croissance et le contexte qui fait que vos clients vous passeront des commandes et que votre carnet de commandes, justement, continuera à s'enfler. Le dilemme dans lequel nous nous sommes pris, c'est que la France seule ne peut pas avoir une politique de relance. Moi, je ne vais pas vous vendre que je vais faire une politique de relance formidablement nationale et nationaliste. Ça n'aurait aucun sens. Ce que je propose, c'est de redonner de la crédibilité à la politique macroéconomique française pour relancer le couple franco-allemand et avec lui une vraie dynamique européenne qui est la clé du bon environnement macroéconomique pour vous. La priorité, c'est que la France retrouve sa crédibilité. Ce sont les réformes que je propose sur le droit du travail, celles que je viens de vous énoncer, sur la formation professionnelle, l'éducation, c'est-à-dire faire ce qui est attendu de nous par les Allemands depuis 2003. Nous ne l'avons pas fait. C'est le préalable. Sans cela, on n'arrivera pas à convaincre les Allemands de changer la donne sur le plan européen. Deuxième étape, c'est d'avoir un New Deal franco-allemand. Je pense qu'il est faisable. Il est faisable justement autour des élections allemandes qui se joueront en octobre 2017, qui sera un New Deal autour de la relance européenne et de l'investissement en Europe. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons un environnement européen qui n'est pas porteur de croissance. Et la France seule ne peut pas le changer. Et donc c'est pour cela, afin d'être crédible vis-à-vis des Allemands, que je propose ces réformes structurelles ambitieuses dès le début, mais également une trajectoire financière qui me paraît de nature à gagner leur confiance. La première chose, c'est de respecter nos engagements européens et donc une limitation à 3% de nos déficits publics. Je ne crois pas qu'une politique économique qui repose sur le non-respect de nos engagements européens soit de nature à traiter nos problèmes. Et donc là-dessus, c'est un de mes vrais désaccords, je crois, avec l'ensemble de mes compétiteurs dans cette campagne électorale, puisque tous, pour des modalités différentes, proposent eh bien, de ne pas respecter, parfois tout au long de la période, au moins en début de période, la règle des 3%. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et je pense que les allègements fiscaux qu'on ferait, qui nous conduiraient à ne pas respecter les 3%, même pour 1 ou 2 ans, ne sont pas de nature à régler nos problèmes. D'abord parce que les allègements fiscaux qui ne sont pas gagés sur des vraies économies, plus personne n'y croit. On l'a déjà testé par le passé, que ce soit de droite ou de gauche. Ensuite, ne pas respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires allemands, c'est la précondition pour qu'ils ne bougent pas et n'acceptent pas un changement. Et donc la trajectoire qui est la mienne respecte toujours les 3%. Elle consiste donc à avoir une trajectoire quinquennale cohérente, à avoir 60 milliards d'économies sur le quinquennat et en même temps, financé par ces économies, des allègements d'impôts que je viens d'évoquer pour les entreprises et les ménages, et en même temps un plan d'investissement pour relancer l'économie dans les domaines qui sont clés. Mais un plan d'investissement ne vient pas se substituer à des économies de fonctionnement, puisque un investissement se fait une année et s'efface l'année d'après. C'est la condition pour relancer les couples franco-allemands et une Europe qui à la fois protège mais porte une volonté d'investissement beaucoup plus forte, ce à quoi je crois très profondément. C'est que si nous arrivons à changer les choses dans les 6 premiers mois de la prochaine mandature, nous pouvons avoir une relance européenne, non seulement une relance à 28, demain 27, au niveau du marché unique, et donc avoir une Europe qui protège davantage sur le plan commercial nos PME, qui a une vraie ambition énergétique et numérique, mais surtout une Europe au sein de la zone euro qui, à 19, peut avoir une politique beaucoup plus volontariste en matière d'investissement. Et donc le projet que je porte à ce titre, c'est d'avoir un vrai budget d'investissement de la zone euro, avec un vrai exécutif économique de la zone euro, ce qui est la condition pour notre relance commune. Je ne serai pas plus long pour laisser la place aux questions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vous redisant le plaisir que j'ai d'être devant vous. Eh bien, merci, Monsieur le Ministre. Ce que je vous propose, c'est de vous remercier. Voilà. Et on va passer maintenant à